Charrière pour Nazel, monsieur Batoni, vous avez la parole. Merci infiniment. Et je dois dire que je suis intimidé. Après l'exposé du parlement de Wemby, qui est remarquable et qui a dit mieux que je ne m'apprêtais à dire ce que j'avais envie de vous dire. Mais je vais tout de même essayer, venant de l'autre côté de notre Méditerranée commune, de vous livrer quelques réflexions sur notre héritage commun et notre espérance commune. Je ne vais pas tenir un propos de juriste pur. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions, davantage de philosophie juridique que de droit pur. Vous êtes, nous l'avons dit hier, au commencement de la liberté. Et parce que c'est le début de la liberté, elle est naturellement fragile et elle est menacée. Et c'est le moment, parce que c'est la révolution, c'est le moment de se demander d'où l'on vient, ce qui fonde le destin de la personne humaine et ce qui doit promouvoir aux relations entre elles. Et puisque nous avons l'héritage commun que j'évoquais hier à travers Rome et les climats de la plaine, nous avons aussi l'héritage grec, rappelons-nous toujours, nous, avocats et avocates, quelle est la source du droit? Qu'est-ce que c'est que le droit? Vous vous rappelez que Antigone avait désobéi au tyran, le Créon Ben Ali de l'époque, en enterrant son frère malgré l'interdiction qui lui était faite. Et elle avait répondu que la loi du Créon ne pouvait pas prévaloir sur l'autre loi, celle des dieux. La loi des dieux, vous savez, j'aimerais bien avoir rencontré un seul d'entre eux. Et si je pense que je ne suis pas un hasard, si je me flatte de l'espérance d'avoir été créé, d'avoir peut-être une vie après la mort, je n'en sais rien, je constate simplement que les dinosaures ont vécu de 170 millions d'années à 60 millions d'années avant Jésus-Christ, que nous sommes apparus que 54 millions d'années après leur disparition sous la forme de primates, et que l'Homo sapiens n'a que 30 000 ans. Je ne suis pas sûr, au train où vont les massacres contre êtres humains, que nous vivions aussi longtemps comme espèce humaine que les dinosaures. Et cette première réflexion pour rappeler que ce qui a été l'aberration européenne du totalitarisme religieux, qui a conduit à l'Inquisition, qui a conduit aux croisades, qui a conduit à ces affrontements au nom du même Dieu, de gens qui s'entretuaient dans des conditions abominables, il a fallu longtemps pour en venir à ce que nous appelons, nous, en France, la laïcité, c'est-à-dire non pas l'interdiction de la religion, mais le respect de la neutralité de l'autre et du cheminement qu'il accomplit selon les lois de sa culture et de sa naissance vers une transcendance que personne ne peut prétendre posséder ou expliquer tout ça. Et parce que Antigone parlait au nom des dieux, elle opposait simplement une loi supérieure à la loi du tyran. Et pour ça, elle est importante. Elle est importante parce qu'aucun tyran, aucun chef d'État, aucun gouvernement ne peut se dire en mesure de tout diriger, de tout décider, de faire table rase de tout. Mais en même temps, les dieux sont impalpables. Et je voudrais à cet instant citer la phrase d'un écrivain qui est en pleine guerre de religion en France, disait ceci, c'est du vieux français, mais notre interprète est remarquable.
qu'est-il plus vain au sens de vaniteux et d'inutile que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, nous servir aux dépens de la divinité, de ce petit échantillon de suffisance qu'il lui a plu départir à notre naturelle condition. Et parce que nous ne pouvons élever notre vue jusque dans son glorieux ciel, l'avoir ramené ça bas à notre corruption et à nos misères. Michel Montaigne, maire de Bordeaux, un marane, c'est-à-dire venant du Portugal, juif converti, et qui ne nie pas Dieu, mais qui dit qui sommes-nous pour en rendre compte. Et c'est pourquoi le XXe siècle a été un siècle remarquable, digne d'être remarqué par les horreurs qu'ont été les guerres civiles européennes de 14-18, de 39-45, le massacre des Arméniens, la Shoah contre les Juifs, les persécutions et le colonialisme dans ses formes les pires, tout ce que l'on peut regretter. Mais c'est en même temps le siècle où l'on a substitué au dieu qu'Antigone opposait à Créon la personne humaine comme source et finalité du droit. Et c'est la Déclaration universelle de novembre 1948. C'est la Déclaration européenne des droits de la personne humaine du 4 novembre 1950. Si je cite la Déclaration universelle, c'est parce que on peut peut-être m'opposer que la Déclaration européenne ne concerne que l'Europe. Pardonnez-moi, mais j'estime que du Languedoc jusqu'au Maghreb, nous sommes européens. On peut l'être un peu plus aussi au nord et peut-être un peu plus au sud. Ça veut dire quoi? Nous sommes la même espèce humaine, et en tout cas, baignés de même culture. Or, ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que la Déclaration universelle, comme la Déclaration européenne, ne sont pas des déclarations des droits de la personne humaine faites au profit des sociétés développées pour opprimer les sociétés moins développées. Ce sont des droits universels. Et personne ne l'a dit aussi bien qu'il l'a dit en novembre 2008, une avocate venue du Nigeria à Paris. J'étais à l'époque bâtonnier et nous avions réuni pour le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de la personne humaine des avocats venus de tous les pays du monde. Ils étaient plus de 90. Et Madame de la Garandrie, ici présente, avait bien voulu m'aider à la rédaction d'une convention des avocats du monde, dont je vous dirai un mot, et était venue la signer, tous ces bâtonniers, tous ces représentants d'ordre, depuis le barreau américain, le barreau indien, le barreau du Nigeria, tous les barreaux d'Afrique, les barreaux du Maghreb. Et une dame était montée à la tribune, Madame Brahim, avocate nigériane, revêtue de son hijab, et qui avait dit « Je viens à la tribune avec mon hijab parce que je suis musulman, mais je me bats dans mon pays au nom des droits de la personne humaine pour que les femmes ne soient pas lapidées, pour que les enfants ne soient pas réduits en esclavage. Et je vais vous dire pourquoi les droits de la personne humaine sont universels. C'est parce qu'il n'y a pas une femme au monde qui trouve normal d'être lapidée, parce qu'il n'y a pas un enfant au monde qui trouve normal d'être réduit en esclavage. C'est à l'universalité de la souffrance humaine qu'on mesure l'universalité des droits des personnes humaines. Témoignage qui ne se passe de commentaire. Et c'est pourquoi, lorsque vous évoquez, monsieur l'honorable parlementaire, comme nous disons chez nous tout à l'heure, la nécessité, c'est ainsi que je l'ai compris, tout en respectant le droit de chacun
son identité culturelle, la nécessité que chacun respecte la neutralité de l'autre et l'égalité de l'autre en droits et devoirs par rapport à lui-même. Il n'y a pas des êtres qui soient dotés de privilèges et d'autres qui le soient moins. Une femme vaut largement un homme, et un homme vaut également une femme. Et il n'y a pas de raison que les droits des uns et des autres ne soient pas à égalité. Il n'y a pas de raison que les droits d'un noir ne soient pas les mêmes que ceux d'un blanc, que les droits d'un arabe ne soient pas les mêmes que ceux d'un esquimau, etc., etc. Et je reviens là-dessus à une phrase formidable que je cite toujours, avec beaucoup d'émotion. C'est un vers de notre poète français Victor Hugo, qui disait ceci, et ça résume tout combat contre les différences, les racismes, les exclusions, les totalitarismes, les fanatismes. Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi. Et c'est à partir de cette conviction, si nous la partageons, que peut se construire quelque part dans le monde, et partout, je l'espère, une société tolérante, fraternelle, positive. Dès lors que je pense à moi, dès lors que je pense à la supériorité de mon approche culturelle du monde, de ma conception de la foi, de ma conception de toute chose, de la paternité, de la conjugalité, je cesse d'être un citoyen du monde, je ne suis plus que dans l'égoïsme total, définitif, et qui ne produit que la guerre et la confrontation. Alors la place des avocats dans cette extraordinaire lutte quotidienne pour les droits de la personne humaine, elle est fondamentale. L'avocat est légitime d'abord partout où le droit est en question. Qu'il s'agisse de le faire respecter, qu'il s'agisse de le créer, qu'il s'agisse de l'interpréter. L'ordre du droit est en effet ce qui nous permet de combattre le désordre des forces, de mettre dans les forces un peu d'humain en réduisant l'injustice, en canalisant les énergies dans l'intérêt de tous. Et c'est la raison pour laquelle l'avocat se trouve consacré dans nos sociétés, et vous l'avez démontré, je ne vais pas revenir ce qui a été remarquablement dit tout à l'heure par Canataïon. Et il me donne à boire. Ça, c'est la fraternité républicaine. C'est gratuit, c'est pour moi. Merci, je vais pas en faire. L'avocat n'est pas avocat pour lui-même. Bien sûr que nous le sommes parce que ça nous fait plaisir, parce que nous y trouvons un épanouissement. Mais nous sommes avocats parce que quelqu'un a besoin de l'avocat. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des êtres isolés, chacun travaillant pour lui-même ou s'opposant au Parlement parce que chacun veut que la loi qu'il veut promouvoir est la bonne et pas celle de l'autre. Nous avons des confrontations, nous sommes amenés à nous confronter. Et nous sommes d'abord les garants du respect que l'on doit à toute personne humaine. Et il est absurde que l'on exige de ceux qui ont commis des délits ou des crimes de revenir à la raison si on ne commence pas par la respecter eux-mêmes. On ne peut obtenir le respect de l'autre que si on marque le respect. Et nous sommes là pour que l'avocat soit présent en garde à vue, aux côtés de la personne interpellée, pour qu'il n'y ait pas d'abus de la police ou de la force, afin de faire avouer ce qu'il n'a pas avoué. Nous sommes là pour que, à chaque fois que l'individu est menacé dans ses droits élémentaires, qu'il soit assisté par l'avocat. Je parlais de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Je vous rappelle que cette déclaration du 4 novembre 1950 a institué la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg. Et elle concerne 47 pays qui ont adhéré à la Convention, dont un pays qui n'est pas tout à fait, qui est un peu européen, qui est la Turquie. Et puis la Russie, avec ses extensions jusqu'en Asie. Pourquoi d'ailleurs demain
des pays du Maghreb ne seraient pas signataires de la Convention européenne, on pourra dire européano-africaine, européano-méditerranéenne, peu importe, cette déclaration des droits de la personne humaine, et se soumettre à la Cour de Strasbourg. Car notre terrain culturel étant le même, nous avons besoin de nous conforter les uns les autres, avocats, dans une sorte de solidarité qui fait que le recours à Strasbourg, à cette cour, permet de rappeler sans cesse le rôle de l'avocat. Je prends deux exemples. L'un qui est un arrêt Gisèle Mort du 15 décembre 2011, où la Cour a dit que l'avocat occupe une position centrale dans l'administration de la justice, que sa qualité d'intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux conduit l'avocat à jouer un rôle clé et fondamental dans une démocratie pour assurer la confiance du public dans l'action de la justice. Un autre arrêt rendu très récemment, le 6 décembre 2012, vous le savez sans doute, les directives européennes transposées dans les droits des États de la communauté européenne, de l'Union européenne, ils sont nombreux, ils sont 27, obligent les avocats, s'ils ont le soupçon que les sommes qui vont être utilisées pour une opération juridique proviennent d'un délit, ce qui constitue alors un blanchiment, de réintégrer dans le circuit économique une somme provenant d'un délit ou d'un crime, ont l'obligation de dénoncer leurs clients à l'autorité financière du pays concerné. Nous nous sommes battus en Belgique, je rends hommage aux Belges qui ont été les premiers, mais dans d'autres pays pour dire que l'avocat n'est pas un délateur. Nous ne sommes pas des miliciens fiscaux. Et l'affaire est allée jusqu'à Strasbourg, après que la France ait transposé la directive en la trahissant en partie, puisqu'elle a imposé qu'aucune déclaration de soupçon ne soit faite à quelqu'un d'autre que le bâtonnier, qui juge lui ensuite en légalité, en opportunité, s'il doit transmettre. Et la Cour de Strasbourg vient de dire, le 6 octobre 2012, que c'est parce que le filtre du bâtonnier est institué, que l'indépendance de l'avocat est assurée, que le respect du secret est assuré, et que l'avocat peut remplir pleinement son rôle et non pas être un simple délateur de son client. Ce sont donc des positions extrêmement importantes parce que la Cour de Strasbourg condamne l'État qui a pris une législation ou rendu une décision contraire aux principes fondamentaux contenus dans la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950. Et donc l'avocat est à la fois le levain de la liberté, il est en même temps le plus menacé, et vous en savez quelque chose. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être unis, c'est pourquoi notre réunion d'aujourd'hui avec des avocats venus dans le barreau, amis, est fondamentale. C'est une réunion qui nous permet de nous conforter les uns et les autres. Et quand je parlais tout à l'heure de la Convention des avocats du monde, c'est parce que nous avions voulu que nous, tribuns de la plaide universelle, comme je l'ai déjà dit hier, puissions nous prêter main forte à chaque fois que l'un d'entre nous est menacé quelque part dans le monde pour ce qu'il fait. Nous autres Européens, nous ne sommes plus beaucoup menacés. Et nous prenons tous les jours des leçons de courage en voyant agir et se battre nos confrères des pays d'Afrique, des pays d'Asie, du Maghreb, vous, hommes et femmes. Et si par conséquent nous pouvons nous sentir fiers d'être du même métier que vous qui êtes courageux, n'hésitez pas à faire appel à nous et je vous engage à donner toute son importance à la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, la CIB, fondée par le regretté bâtonnier Mario Stasi, qui est mort il y a un mois, et que préside aujourd'hui le bâtonnier Bouhémi de Mauritanie. À vous engager dans la conférence internationale des barreaux qui a créé un observatoire international, et puis de faire en sorte que vous ne vous sentiez jamais seul,
nous ne sommes pas seuls, nous sommes avocats, nous portons les espérances du monde, nous portons les espérances des pauvres, et les autres, les tyrans, les affreux, ne nous auront pas, ils ne nous auront pas vivants. Merci, monsieur le bâtonnier Charlière Bournazel. Nous allons interrompre nos travaux un quart d'heure et puis nous les reprendrons juste après la politique offerte par monsieur le bâtonnier.